Je suis Nicolas Gutowski, enseignant à l'ESEO et doctorant au LARIA et l'Université d'Angers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de soutenir ma thèse intitulée Recommandations contextuelles de services et que j'ai appliquée à la recommandation d'événements culturels dans la ville intelligente, notamment à Angers. Cette thèse a été encadrée par Tassedi Tamgar et Olivier Camp. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec mon collègue Fabien Schell sur cette thèse. Je tenais à remercier les rapporteurs Armel Brun et Alain Adjali pour avoir bien voulu évaluer mon mémoire de thèse, ainsi que les examinateurs Florence Célès, Luna Zenitini, Eric Confrat et Raphaël Firon. Avant de dévoiler le plan de cette soutenance, je tenais d'abord à revenir sur le sujet de recherche qui s'inscrit sur les grands dimensions contextuels appliqués au système de recommandation. Notre travail de recherche a eu pour objectif d'améliorer la performance de ces systèmes selon 3 critères: la précision globale, la diversité, mais également la précision individuelle. Pour ce faire, nous avons abordé ce problème sous forme de 3 approches. La première, c'était l'intégration d'un mécanisme de diversification intrinsèque à un algorithme de grands dimensions contextuelles. La seconde était la résolution du problème selon une approche bi-objectif. Et enfin, la troisième, c'était sur l'enrichissement de contexte, à savoir la capture, mais également tout ce qui est raisonnement contextuel. Voilà comment ça va se dérouler au niveau de cette soutenance. Dans un premier temps, je vais vous rappeler les DADLAR, notamment sur les systèmes de recommandation, puis plus particulièrement sur les grands dimensions pour la recommandation. Dans un second temps, je vous expliquerai comment on évalue ces différents systèmes et comment on peut évaluer les différentes performances des algorithmes selon différents indicateurs. Et puis, dans une troisième partie, eh bien, je vous rappellerai les 3 approches justement que j'ai évoquées juste avant, qui constituent les différentes contributions de cette thèse. Enfin, je conclurai sur une évaluation en ligne que nous avons pu réaliser sous forme d'une preuve de concept via le développement d'une application mobile qui s'appelle le CELO. Et je conclurai sur une conclusion générale et dresserai les différentes perspectives qu'on peut avoir en recherche suite à cette thèse. Voilà, donc dans un premier temps, l'état de l'art. Un système de recommandation, c'est quoi? Eh bien, nous avons un utilisateur, U, qui se présente et qui est conforme à un modèle utilisateur. Alors, le modèle utilisateur dépend fortement de ce qu'on peut capturer comme information. Ça peut être les préférences, le contexte. Cet utilisateur se présente à un système de recommandation, qui est un composant de recommandation, et qui dispose d'un ensemble d'éléments qu'on a recommandés. Eux-mêmes sont conformes à un modèle d'éléments. Alors, avec ou sans la description, de nouveau, c'est si on a la chance d'avoir l'information ou pas, hein, c'est toujours le nerf de la guerre, avoir l'information, avoir la data. On a donc l'utilisateur et cet ensemble d'éléments qui sont disponibles pour ce composant de recommandation. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Eh bien, il va déterminer des scores de pertinence pour ensuite établir une liste d'éléments recommandés en fonction d'un historique des recommandations et des évaluations passées. À partir de là, selon la politique de sélection du composant de recommandation, eh bien, il va recommander un ou plusieurs éléments à un utilisateur qui va ensuite effectuer un retour utilisateur et qui va être ensuite historisé, et au fur et à mesure, on va acquérir de l'expérience pour pouvoir affiner les différentes recommandations qui sont faites. Alors, les systèmes de recommandation, c'est une vaste littérature qui a débuté dans les années 90 à peu près, et aujourd'hui, on a beaucoup effectivement de livres. Il y en a un qui fait autorité au niveau international, qui est Recommender Systems, Interaction and Challenges, qui a été écrit par Ritchie et qui a été édité par Springer. Dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver un grand panel de méthodes, qui fait 700 pages quand même, et on va retrouver un grand panel de méthodes, à commencer par le filtrage collaboratif. Le filtrage collaboratif qui est une des premières méthodes qui a été mise en place par Grouplens et qui regroupe des techniques visant à opérer une sélection sur les éléments à recommander à des utilisateurs en se basant sur les évaluations passées et réalisées donc par d'autres utilisateurs. On pourra par exemple recommander un élément à un utilisateur donné qui aurait été le mieux coté par les utilisateurs qui sont les plus similaires à l'utilisateur qu'on vise en termes de recommandation. Donc ça, c'est un des exemples qui existent en filtrage collaboratif. On a également les systèmes de recommandation basés sur le contenu. Alors ceux-ci, qui sont basés sur le contenu, recommandent des éléments similaires à ceux précédemment appréciés par l'utilisateur. Donc il y a un composant d'apprentissage du profil. Au fur et à mesure, du coup, eh bien, on affine le modèle qui permet de recommander des éléments aux utilisateurs. On a également les systèmes de recommandation qui sont basés sur les connaissances, où là, le système a une connaissance des éléments, une connaissance des utilisateurs et de la relation qui existe entre les deux. On pourra utiliser généralement une ontologie d'un domaine spécifique, un domaine de connaissance spécifique, puis ensuite, via un calcul de similarité, ainsi un calcul de similarité sur la sémantique entre les éléments
et l'utilisateur vient recommander ces éléments pertinents. On a également le système de recommandation basé sur des groupes d'utilisateurs. Donc là, on n'a pas qu'un seul utilisateur, on a un ensemble d'utilisateurs pour lesquels on peut recommander un élément qui fait consensus. On a le système de recommandation contextuelle et on a la possibilité d'hybrider au niveau de ces systèmes. Alors nous, particulièrement, on a travaillé sur le système de recommandation contextuelle. Ceux-ci peuvent se baser soit sur une heuristique, soit sur des modèles. Et nous, donc, on a travaillé sur le système de recommandation contextuelle basé sur les modèles. Et plus particulièrement, on a travaillé sur l'apprentissage par renforcement. Alors, qu'est-ce que l'apprentissage par renforcement? Eh bien, c'est un problème de décision séquentielle où on a à chaque itération T un agent qui effectue une action et qui reçoit la récompense correspondante et change d'état. L'agent acquiert ainsi de l'expérience à chaque action. Plus particulièrement encore, nous avons travaillé en termes d'apprentissage par renforcement sur le problème de Bandy-Manchot. Ce problème de Bandy-Manchot, il a un environnement de K-bras, de A1 à AK. Et l'agent, l'action qu'il a réalisée, c'est de sélectionner l'un de ses bras. Donc le Bandy-Manchot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'équivalent des machines à sous. Donc quand je parle de bras, je parle d'un levier. Voilà, donc on a K-bras de A1 à AK et une distribution de récompenses cachées de mu1 à mu4. Et l'objectif de l'agent, eh bien, c'est de déduire cette espérance qui lui est cachée, enfin cette distribution de récompenses qui lui est cachée, et au fur et à mesure qu'il va sélectionner les bras, il va réestimer eh bien, quel est le bras optimal à sélectionner en fonction de la moyenne des récompenses qu'il reçoit, afin de déterminer quel élément à recommander, je viens maintenant du coup, à l'utilisateur. Puisque le Bandy-Manchot, pour la recommandation, eh bien, à chaque bras, on va sélectionner, on va associer un élément à recommander. Et selon l'application de métier du système, un élément, ça peut être un film, un article web, une catégorie, ou dans notre cas, un service, dans la ville intelligente. Et plus particulièrement dans l'application qu'on a faite au niveau métier, c'est un événement culturel. L'objectif reste de minimiser le regret cumulé. Dans la recommandation, le regret cumulé, c'est quoi? Le regret, c'est un échec de recommandation. Un échec de recommandation, c'est quand on fait une recommandation à un utilisateur et que celui-ci n'est pas content de cette recommandation, donc il fait un retour négatif. Donc on cherche à minimiser ce regret cumulé, c'est ces échecs de recommandation. Donc ça revient à faire le calcul de l'horizon fois la moyenne optimale moins la somme des récompenses en espérance qu'on reçoit de t égale 1 à t selon la politique de l'algorithme qu'on a choisi. Alors nous, on a eu la chance d'avoir un certain nombre de données contextuelles riches. Si bien qu'on a pu travailler aussi sur le problème de Bandy-Manchot contextuel. Donc là, on a toujours un environnement de K-bras, de 1,1 à AK, mais on dispose également d'un contexte X de l'utilisateur qui correspond à son profil, l'environnement, l'activité. Je fais ça ultérieurement. Et cette distribution de récompenses qu'on voyait tout à l'heure, qui était la distribution de mu1, mu1, et bien là, on a toujours cette distribution de récompenses pour chacun des bras, mais dépendant du contexte. X. Donc le contexte, comme je l'ai évoqué, ça peut être des préférences, ça peut être une géolocalisation, la météo, etc., etc. Nous, on ne va pas donner comme ça directement l'algorithme, on va devoir le donner sous forme de représentation structurée afin qu'il puisse travailler dessus. Et on va observer du coup un contexte X à chaque itération T avec une représentation structurée. Et la plupart du temps, en majorité, c'est un vecteur one-hot, donc un vecteur de 0 et de 1. Nous, plus spécifiquement, on s'est quand même intéressé au Bandy-Manchot basé sur un modèle linéaire. Et donc, pour ce faire, on a supposé une dépendance linéaire entre les récompenses d'un bras attendu et le contexte qu'on observe X. Si bien que l'espérance d'observer une récompense à l'itération T, sachant le bras, pour un bras A, sachant le contexte X qu'on observe, c'est égal au produit scalaire qui est fait entre du coup, le vecteur de coefficient θ et X. Ce vecteur de coefficient, le vecteur de poids, il est de même dimension que X, et donc sur chacune des dimensions du contexte, il possède une sorte de confiance, un poids de confiance, qu'il a appris au fur et à mesure et qui reste à estimer tout au long du processus de recommandation. Alors pour donner un exemple simple, imaginons qu'on soit en Bretagne ou qu'on soit aussi en Normandie, il peut d'un moment à l'autre faire un peu plus froid, 2 heures il peut se mettre à pleuvoir, on peut faire 10 degrés par exemple. Bon, alors si on voulait recommander une glace ou si on voulait recommander une gaufre, on comprend bien que reposer sur des dimensions de contexte qui sont pertinentes, ça va nous permettre de mieux recommander une glace quand il fait chaud et une gaufre quand il fait plus froid. Donc c'est un exemple assez simple qui a le mérite de revulgariser et lui permettre de bien comprendre l'intérêt du contexte dont on l'a à disposition. Alors il existe un certain nombre d'algorithmes pour pouvoir résoudre le problème de Bandy-Manchot. Il y a des algorithmes de type non contextuel et leur équivalent
en contextuel. Thomson Sampling, qui a été pour la première fois proposé en 1933 par Thomson, et mis au bout du jour par Agrawal en 2012. Et on a son équivalent contextuel Thomson Sampling, qui a été proposé également par Agrawal en 2013. Ainsi de suite, donc on a des bandits adversaires, de type XP, on a les bandits type Blouton, et on a les bandits à borne de confiance supérieure, que c'est bien, qui est très connu, qui a été proposé par Rower en 2002, et son équivalent contextuel, l'INUCB, par Lee, Shapiré et Langford en 2010. Et il y a eu de nombreux algorithmes ensuite qui ont découlé. Alors je ne les mets pas tous, hein, c'est pas exhaustif, mais je mets ceux qui nous ont quand même pas mal intéressés dans cette thèse, puisqu'on a quand même la majorité ici qu'on a utilisé dans notre approche par portefeuille que je vais présenter juste après. Et également, on s'est intéressé plus particulièrement à deux d'entre eux, que sont Contextual Thomson Sampling et l'INUCB. C'est pourquoi je vais rappeler comment fonctionne l'INUCB. L'INUCB, à chaque itération, il va devoir calculer effectivement ce qu'on appelle le payoff, c'est-à-dire le profit. Et ensuite, il va décider de choisir le bras pour lequel on a le maximum de payoff espéré. Et donc, dans un premier temps, dans ce calcul de payoff, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va calculer cette partie espérance de récompense que je vous ai évoquée tout à l'heure. Et comment on calcule ce θ? Je l'avais dit, donc c'est des poids de confiance. Comment ça se calcule? On va utiliser la matrice de covariance inversée multipliée par la somme des récompenses, qu'on traduit sous forme d'un vecteur de réponse. C'est-à-dire, grosso modo, on a un vecteur de réponse qui est de même dimension que le vecteur x qu'on observe, et on va faire des tas de récompenses sur chacune des dimensions. Plus le tas est gros, finalement, plus on a de confiance à accorder à une dimension du contexte. Ça fonctionne grosso modo comme ça. Et ensuite, du coup, grâce à ce calcul scalaire, on a l'espérance associée à chacune des itérations pour chacune des classes, pour chacun des bras. Puis ensuite, on va rajouter la borne de confiance supérieure, c'est ce qui représente la valeur d'action optimiste. C'est l'écart type de récompense, et ça se calcule comment? Ça se calcule de nouveau avec la matrice de covariance, mais également un paramètre alpha, qui plus il est grand, plus il va ajouter du bruit. Plus il est petit, effectivement, moins il va y en avoir, et qui dépend d'un autre paramètre qui est delta, qui est une probabilité de 1 moins delta d'observer la borne des degrés. CTS, maintenant, donc Contextual Thomson Sampling, il fonctionne à peu près comme une UCB, la différence est qu'il n'y a pas de borne de confiance de supérieure de confiance. Donc on n'a pas rajouté ce petit bonus, et on ne va pas travailler sur une valeur juste de θ, on va générer un échantillon multivarié gaussien à chaque itération, à partir de la valeur juste du vecteur de coefficient θ, donc selon le mode normal, et également la matrice de covariance, ici même. De nouveau, on se retrouve avec un paramètre V, un paramètre qui permet d'ajouter plus ou moins de bruit gaussien associé. Plus V va être gros, plus on va générer des échantillons qui vont être à chaque itération assez éloignés de la valeur juste, plus le V va être petit, plus on va se rapprocher de la valeur juste de θ. Et bien entendu, dépend d'un sigma sous gaussien. Voilà, donc j'ai rappelé l'état de l'art. Maintenant, on va s'intéresser à comment on évalue les différentes approches. Alors, les indicateurs qui existent dans la littérature, principalement, ce sont les regrets cumulés. Les regrets cumulés, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la somme des regrets de t égale 1 à l'horizon. Et ça peut se représenter sous cette forme graphique, à savoir, en abscisse, on a les itérations de 1 à l'horizon, et en ordonnée, on a les regrets cumulés. Donc on forme une droite. Plus la droite va être proche de l'abscisse, c'est-à-dire moins on va avoir de regrets cumulés, plus la méthode qu'on emploie, donc plus l'algorithme est performant. Et aussi, ça veut dire qu'en termes de recommandation, moins on a eu d'échecs de recommandation. Deuxième indicateur, deuxième critère qu'on peut utiliser pour l'évaluation, c'est la précision globale. C'est la somme des récompenses de t égale 1 à l'horizon divisée par l'horizon. On peut le représenter sous cette forme graphique. En abscisse, on a des itérations, on va donner la précision globale. Et l'avantage de cette représentation, c'est qu'on arrive ici à observer la convergence. On entend souvent parler de convergence, et là, on arrive à la mesurer expérimentalement. Voilà, nous, on est dans la recommandation. Comme je l'ai évoqué depuis le début, on n'est pas que uniquement sur améliorer la performance en termes de précision, et donc on s'est posé la question, ok, on a ces indicateurs de précision globale, mais quid de l'individu dans le cadre de la recommandation? Est-ce que cette précision globale, elle va témoigner d'une bonne répartition de précision individuelle donc, au sein de l'individu? Est-ce qu'ils vont tous être contents de manière un peu équitable? Et donc on a défini un indicateur qui est la précision individuelle, la CCI de X, de la paire d'utilisateurs contexte, où c'est la somme des récompenses de t égale 1 à l'horizon qu'on obtient pour un utilisateur dans un contexte donné, divisé par le nombre de fois qu'on a observé cet utilisateur dans un contexte donné. Et cet indicateur témoigne d'une sorte de satisfaction d'utilisateur U qui évolue dans un contexte X vis-à-vis des recommandations qui lui sont faites. Alors, cet indicateur étant défini, on a commencé par faire une première étude, une première observation sur un jeu de données
qui est propice à la recommandation, qui est RSASM, un jeu de données typique de la recommandation. Et on a appliqué l'algorithme LinUCB. L'algorithme LinUCB nous a donné un résultat de précision globale de 0,74. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a 3 recommandations sur 4, grosso modo, qui sont un succès, et une recommandation sur 4 qui sont un échec. Et par rapport à ça, donc, on s'est dit, est-ce que cette précision globale, où on a 3 recommandations sur 4 qui sont un succès, ça va nous donner une précision individuelle qui est forcément bien équitable. Donc on a tracé la cumulative distribution function, ou la fonction de répartition en français, de la précision individuelle. Donc on abscisse ici, on a l'intervalle de précision individuelle par tranche de 0,1, et la distribution en pourcentage. Et on s'est rendu compte de quoi en traçant cette distribution? Eh bien qu'on avait beaucoup de satisfaits, effectivement, entre 0,9 et 1 de précision individuelle, mais aux dépens d'un certain nombre d'insatisfaits. Donc en fait, ce n'est pas une distribution qui est recentrée sur la moyenne de précision globale, c'est une distribution qui clive, où on a des gens qui sont très satisfaits et d'autres qui restent insatisfaits. On s'est posé la question sur 12 autres jeux de données. Alors, je ne vais pas tous les afficher, je leur prends un nouveau, et on a regardé sur les algorithmes qui nous intéressaient, donc un certain nombre d'algorithmes. Et on s'est rendu compte que c'était la même chose. On a un certain nombre, un grand nombre, heureusement, de satisfaits pour une bonne précision globale, et un certain nombre d'insatisfaits. Alors si je régularise un peu les choses, et en prenant un cas d'étude, un cas métier, imaginons l'hypertension artérielle, c'est un problème au niveau de tout ce qui est de la médication, puisqu'il y a un problème de sensibilité, spécificité, qui fait que ça ne fonctionne pas avec les mêmes profils de patients. Un même médicament ne fonctionne pas avec le même profil de patient. Et donc, même si on avait une IA qui obtenait une bonne précision globale, au final, on va se retrouver de nouveau avec un très grand nombre de satisfaits, au dépend d'un certain nombre aussi d'insatisfaits. Et nous, notre objectif, c'était de se dire, eh bien, on va cibler, on va essayer de trouver le moyen pour diminuer la forte insatisfaction, pour essayer de guérir un plus grand nombre de personnes. Voilà, ça, c'est l'objectif. Après, on va voir si on l'atteint, c'est autre chose. Donc, ce qu'on a proposé, effectivement, une première chose, c'est de diversifier les recommandations. Donc, je dis bien diversifier les recommandations. Pourquoi? Pour pallier la forte insatisfaction individuelle, en améliorant la précision globale des recommandations. Pour ce faire, on a abordé ce problème sous forme de 3 approches que je vais rappeler ensuite et les unes à la suite des autres. Avant de les détailler, il est important de expliquer ce qu'on entend par diversité. Il y a beaucoup de définitions de la diversité dans la littérature. Nous, on est sur une définition plutôt statistique. À savoir qu'on a un ensemble de cadres fixes qui nous est imposé notamment par le fournisseur d'événements culturels, si je prends le cas appliqué final, ou un fournisseur d'éléments sur dans la publicité, on comprend très bien qu'on a cadres fixes, donc on nous les impose. Et à partir de là, on va devoir recommander et faire en sorte d'être assez de diversifier suffisamment. Donc on va calculer sur cet ensemble de cadres le nombre de fois qu'on a recommandé chacun des éléments, et puis ensuite, à l'aide de cet ensemble qui regroupe pour chaque bras le nombre de fois qui a été sélectionné à l'itération T, on va calculer le coefficient de variation associé, qui va témoigner d'une dispersion par rapport à la moyenne de ces sélections. Donc plus le coefficient de variation sera élevé, plus la diversité sera égale à 0. Plus le coefficient de variation va être petit, plus la diversité sera égale à 1. Un exemple plus simple, imaginons que nous ayons 10 éléments recommandés. L'élément numéro 1 on recommande 10 000 fois, et les autres éléments, ils ne recommandent qu'une seule fois. Et bien là, on va avoir un coefficient de variation qui va être très élevé, parce qu'une dispersion par rapport à la moyenne qui est très haute. Donc la diversité va être proche de 0. Maintenant, imaginons que sur ces 10 éléments, on les recommande tous 1000 fois, eh bien, la coefficient de variation va être proche de 0, et donc la diversité va être égale à 1. Pourquoi racine de k? Puisque c'est comme ça que c'est borné pour le coefficient de variation, et qui a été prouvé par Kattelson et Lucotz en 1957. Voilà, donc vous retrouverez ce critère dans déjà deux de nos publications, si vous voulez plus de détails. Alors, ensuite, donc, on a à partir de là déterminé une première approche, qui s'appelle SWUCB. Donc l'objectif c'était d'intégrer un mécanisme de diversification via l'intégration d'une fenêtre glissante. Et ceci à l'algorithme LinUCB. Pour ce faire, on s'est basé sur les travaux d'Adrien Griffon qui ont été publiés dans Rappel Soft Computing. Et donc on a pris cette fenêtre, on a pris ce coefficient de pénalisation, on l'a associé à la partie calcul de l'espérance que je vous ai montré tout à l'heure de LinUCB. Que la partie espérance. Je vais expliquer après pourquoi. Comment on calcule déjà ce coefficient gamma? Eh bien ici on a une fenêtre glissante au CCW A de T, c'est-à-dire le nombre de fois qu'on a tiré un bras A à l'itération T durant les W dernières recommandations. Ce W c'est la taille de la fenêtre. Ce W du coup est initialisé au départ par le nombre de bras qu'on a recommandé.
Et donc, imaginons toujours ces 10 bras, on a le bras numéro 8 qui a été recommandé 7 fois durant les 10 dernières recommandations. Eh bien, on aura ici 7 fois, divisé par 10, ça fait 0,7, 1 moins 0,7, 0,3. On applique donc une pénalisation au calcul de l'espérance de 0,3. Donc on divise quasiment par 6. Ce qui fait que, du coup, on va pouvoir réexplorer au niveau des bras sous-optimaux, mais sans pénaliser la mémoire long terme, qui est ici au niveau des quartiers de récompense, et qui augmente au fur et à mesure qu'on tire les bras, puisque c'est la valeur d'action optimiste. Et donc on conserve quand même cette mémoire long terme, pour pas trop explorer trop loin et finalement perdre trop en précision globale. On diminue juste un petit peu la partie calcul de l'espérance pour aller chercher au niveau des bras sous-optimaux, c'est-à-dire ceux qui sont proches en termes de payoff, en termes de profit par rapport aux bras optimales. Donc qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? J'ai retracé de nouveau la précision individuelle sous forme de distribution, et on s'est rendu compte que SW l'UCB arrivait à réduire le nombre d'insatisfaits, voire effacer complètement. Par contre, l'UCB lui conservait le nombre satisfait équivalent. Alors, donc SW l'UCB arrive quand même à bien diminuer le nombre d'insatisfaits, mais ce n'est pas forcément le meilleur pour conserver tous les satisfaits au même niveau. Voilà, donc c'est un des points positifs. SW l'UCB nous efface les insatisfaits comme on cherchait à le faire. Néanmoins, quand même, il perd en précision globale de 0,4 à 10% par rapport à l'UCB sur l'ensemble des jeux de données qu'on a testés. SW l'UCB n'est donc pas à appliquer dans n'importe quel cas métier, il est plus approprié sur la recommandation. Et de même, il y a une autre chose, c'est que là, on était en évaluation hors ligne. En perspective, du coup, on pense pouvoir essayer de l'évaluer sur l'application mobile CNO, notamment, l'application de recommandation d'événements culturels. Donc l'évaluer en ligne, puisque là, on pourra vérifier d'autres choses qu'on n'a pas pu forcément voir quand on est en boucle fermée, à savoir notamment la redondance des recommandations qui peut peiner les utilisateurs au bout d'un moment, ils peuvent se lasser, etc. Il y a des choses qu'on ne voit pas quand on tourne en boucle dans un loop. Donc ça, c'est des choses qui nous restent quand même à faire pour vérifier cette heuristique et voir ce qui peut se passer en cadre réel. Seconde approche, c'est on a abordé le problème de manière biobjective, à savoir maximiser à la fois la précision globale, mais aussi la diversité, selon une approche qui est inspirée du COMPAS, définie par Mathieu Renard en 2008. Donc là, c'est ce qu'aura présenté notamment en cadre de demain, c'est Gorter, donc le nom de l'algorithme Gorter, Generic Oriented Heuristic Algorithm for User Recommendation, qui vise du coup à pouvoir diriger un différent nombre d'algorithmes qu'il possède dans son portefeuille afin de maximiser à la fois la précision globale et la diversité, donc il est biobjectif. C'est pourquoi je dirais que c'est un algo pour les gouverner tous, et dans le multicritère dédié. Pour les fans du Seigneur des Anneaux. Bon, avant de pouvoir évaluer cette méthode, on a d'abord travaillé à faire une évaluation manuelle sur l'ensemble des jeux de données, sur les différents critères de précision globale et de diversité, afin de savoir à peu près justement ce que devrait obtenir Gorter. Et il s'avère que on voit très bien qu'il n'y a pas forcément un seul algorithme qui fait autorité sur tous les jeux de données, sur tous les critères, même si c'est les signes du CV. On voit que quand on dégrade entre les différents jeux de données, on peut dégrader le vecteur de contexte. Eh bien, on n'a pas forcément les mêmes algorithmes qui réagissent correctement. Donc, il n'y a pas de balle en argent, il reste aussi silver bullet, et pour ce faire, on voit tout l'intérêt de pouvoir mettre en place une approche de méta-sélection. Alors, comment fonctionne cette approche? Elle sélectionne les algorithmes de recommandation, obtenant le meilleur compromis entre la précision globale et la diversité, et qu'on représente par le vecteur de référence C, qu'on voit ici, et qui fait un angle θ avec la base des axes. Plus θ sera élevé, plus on va se rapprocher d'un compromis plutôt favorisant la précision globale, plus on va avoir un θ faible, plus on va se rapprocher d'un compromis favorisant la diversité. Alors ça, c'est si on décide de mettre θ fixe dès le départ. Nous, on a mis une méthode aussi qui permettait de calculer θ dynamiquement et redéterminer le front Pareto que font les algorithmes sur ce compromis diversité précision globale. Les algorithmes qu'on a employés, il y en a 7 dans ce portefeuille, donc des environnements chauds non contextuels, les maps, donc les Kernel bits, et les contextuels de Kernel bits, donc les environnements chauds contextuels. Donc voilà les 7 algorithmes que gouverne Gorter. Alors comment il fonctionne concrètement? Donc, il a ce portefeuille d'algorithmes, et à chaque itération T, il va donc calculer pour chacun de ces algorithmes la précision globale, à l'itération T, et la diversité, pour ensuite déterminer quel est l'algorithme qui finalement arrive moins à répondre au compromis de diversité et précision globale. Donc déjà, il va le définir, ça va nous permettre ultérieurement de normaliser. Ensuite, il va mesurer
Du coup, une fois qu'il aura mesuré la précision globale de la diversité, il va pouvoir tracer les vecteurs sur le plan pour chacun des algorithmes, ou sur le cadran entre diversité et précision globale, pour ensuite pouvoir calculer la fitness par projection sur le vecteur de référence. C'est-à-dire que la distance qu'on va observer ici sur le vecteur de référence va correspondre à la fitness, à la capacité de l'algorithme à pouvoir répondre au compromis diversité, précision globale, donc à côté de l'objectif. On va le faire pour chacun des algorithmes et à chaque fois on va le normaliser en retirant la distance minimale de ces lignes. Ensuite, une simple roulette proportionnelle va nous permettre de pouvoir choisir de manière probabiliste l'algorithme qui a la probabilité systématiquement supérieure aux autres. Donc comment on calcule cette probabilité? On fait la fitness de l'algorithme qu'on vient de calculer juste avant, plus xi, juste pour éviter les divisions par 0, c'est le nombre le plus faible, divisé par la somme des fitness de l'ensemble des algorithmes plus xi. Et donc on va choisir de manière probabiliste, sur une roulette proportionnelle, les algorithmes qui correspondent le mieux à ce compromis. Ensuite, je vous ai parlé du calcul de θ en dynamique. Ça, comment ça fonctionne? Grosso modo, on va déterminer θ t plus 1 à chaque itération en déterminant quel est l'algorithme qui domine en termes de précision globale et quel est l'algorithme qui domine en termes de diversité. Et ensuite, on va tracer les vecteurs correspondants et simplement on va déterminer la bisectrice qui va nous permettre d'obtenir le nouveau θ t plus 1 et qui nous indique quel est le front Pareto. Alors, est-ce que Gortor réussit à obtenir ce que nous avons eu au niveau manuel? Il est très important qu'on vérifie ça, puisque en fait, dans notre problème futur, et dans le problème qu'on a eu au niveau de l'application mobile CEDO, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance dans une application hors ligne quel est l'algorithme qui sera le meilleur. Et donc là, le fait d'avoir un métasélecteur va nous permettre de pouvoir s'émanciper, du moins de ne pas prendre de risque pour savoir quel est l'algorithme à employer. Alors est-ce qu'il a réussi? Oui, pour le jeu de données contrôle, puisqu'à 70%, il arrive à resélectionner les bandes dimensions contextuelles. Pour ce qui est de RSASM, au jeu de données de recommandation en vecteur complet, de nouveau, il arrive à choisir l'UCV en proportion maximale. Et je note également que pour l'ensemble des contextuels midterm bandits, il arrive à les sélectionner à hauteur de 59%. Valeur qui est importante à prendre en compte, puisqu'après, si jamais on dégrade le contexte d'un même jeu de données, eh bien la proportion de ces schémas en sélection diminue. Donc ça veut dire que Gortor, finalement, il va sélectionner les algorithmes qui sont le plus pertinents pour maximiser le compromis, mais lorsque finalement le contexte commence à être dégradé, il va au fur et à mesure glisser vers la sélection des algorithmes non contextuels, puisqu'il y a de moins en moins de pertinence à utiliser le contexte. Donc là, de nouveau, on retrouve l'UCV et CTS, qui utilisent en proportion maximale. Voilà, PokerRain, c'est pareil. On se retrouve avec Epsilon Grigg en majorité, l'UCV, Contextual Thompson Sampling. Et puis pour le jeu de données qui est complètement non contextuel, effectivement, et bien là, en proportion, il va choisir les algorithmes qui n'utilisent pas le contexte, ils n'en ont pas besoin pour fonctionner, qui sont les plus pertinents, les plus pertinents. Voilà, donc Gortor parvient à déterminer le meilleur algorithme de son portefeuille qui permet de maximiser le coût, précision globale et diversité, dans le cas contextuel comme non contextuel. Gortor, il est dynamique, il est ici aussi générique, il s'est appliqué sur beaucoup de jeux de données. Gortor n'a pas ni la précision globale, ni la diversité que nous aurions obtenue en connaissant à l'avance le meilleur algorithme employé, mais ça c'est de no freelance théorème, donc ce n'est pas forcément un vrai point d'objectif, mais malgré tout, il faut le prendre en compte. Si vous connaissez l'algorithme employé avant, utilisez-le, sinon on peut effectivement utiliser un métasélecteur. Et avec Gortor, donc au même titre que SW l'UCV, la précision globale est plus équilibrée, mais le coût en est la baisse de précision globale. Bien entendu, ça je n'ai pas montré, mais c'est important de le soulever. Et en perspective imminente, ce qu'on attend, c'est d'évaluer Gortor en ligne également, directement dans notre application mobile. Ça va nous donner l'avantage de pouvoir évaluer à la fois Gortor et les algorithmes qui sont dans son portefeuille. Voilà, troisième approche, c'est l'enrichissement de contexte. Donc là, le but c'est d'améliorer le contexte, de mieux différencier les utilisateurs dans un contexte donné, pour pallier en partie la dérive conceptuelle et mieux diversifier en s'appuyant sur la dimension du contexte pertinent. Donc là, avant de commencer à enrichir le contexte, on a commencé à le modéliser pour la capture. Qu'est-ce qu'on entend par le contexte? Il y a deux définitions très importantes. La première, plutôt orientée IA, dit que le contexte, c'est ce qui n'intervient pas directement dans la résolution d'un problème et contraint sa résolution. Et la seconde, plus générale, qui est bien connue, qui est de Day, c'est le contexte et toute information pouvant être utilisée pour caractériser la situation d'une entité, et plus généralement, tout élément pouvant influencer le comportement d'une application. Donc à partir de là, on a défini différentes entités, que sont le profil. À partir du profil, qu'est-ce qu'on a fait? On a pu capturer un ensemble d'informations, notamment de l'information contextuelle, notamment l'âge, le sexe, les catégories socio-professionnelles et les préférences explicites.
Explicite est important ici puisque je vous montrerai après qu'on a travaillé aussi à déterminer des préférences implicites. Explicite, ça veut dire que l'utilisateur communique de ses préférences. Implicite, c'est à nous d'aller les apprendre, d'aller les chercher, d'aller raisonner dessus pour les définir. On a également la même recherche et la norme. Donc je passe le matériel. Gestion de l'environnement, on a travaillé sur aussi les conditions météorologiques et les températures qu'on a pu capturer. Il y a un certain nombre d'API qui permettent de le faire, mais également la géolocalisation de l'utilisateur. Alors là, c'est un enjeu aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que la géolocalisation toute seule, en brut, on ne peut pas l'utiliser comme ça. Donc à un moment, il faut faire du raisonnement contextuel pour pouvoir déduire des contextes spatials et pouvoir l'employer, pouvoir le donner en représentation structurée aux algorithmes. On a l'activité, donc on a travaillé sur la mobilité, les trajectoires, l'orientation, les déplacements de stationnement, la vitesse et les horaires de fréquentation des lieux. Donc à chaque fois, je vous remets les différentes publications qui en sont issues en bas. Voilà. Et ensuite, donc, une fois qu'on avait toute cette information brute qu'on a capturée, on va pouvoir travailler dessus et on va faire du raisonnement contextuel. Le premier raisonnement contextuel qu'on a fait, c'est l'apprentissage dynamique des préférences utilisateurs. Notre méthode s'appelle ICE, pour Individual Context Enrichment, et elle est basée sur les techniques de type LAD, Logical Analysis of Data, où l'objectif c'était quoi? C'était d'enrichir le vecteur X d'origine, vous vous rappelez le vecteur de contexte, avec de nouvelles caractéristiques construites à partir des retours utilisateurs observés dans un contexte spécifique. Grosso modo, qu'est-ce qu'on fait? En 1, on va classifier, bucketiser chaque paire X selon la précision individuelle qu'on a mesurée et qui résulte finalement de la stratégie de recommandation de l'algorithme. C'est-à-dire que, par exemple, moi, peut-être que je suis un utilisateur qui réagit mal à la politique de recommandation du CB. Je ne suis jamais content. Voilà. Donc au fur et à mesure, ça revient à faire ça finalement, c'est est-ce que mon utilisateur, je peux le classifier par rapport à sa précision individuelle, est-ce que mon algorithme lui correspond bien? Donc en fait, est-ce que les recommandations lui conviennent? Et en 2, une fois qu'on a fait ça, on peut enrichir le vecteur X avec le', de bucket obtenu X'. Rien de nouveau, un bon exemple pour comprendre. Imaginons, donc je reprends exactement la courbe de tout à l'heure avec la SASM. Imaginons, donc on va faire un enrichissement de 4 dimensions. On va essayer de reconstruire la fonction booléenne ici. C'est l'objectif, comme ça se base sur des techniques de type LAD. Et on va donc créer 4 buckets, 4 seaux. Qu'est-ce qu'on met dans ces seaux? Eh bien, on va mettre des utilisateurs, notamment qui sont classifiés en fonction de leur précision individuelle. Le bucket 1, c'est les utilisateurs qui sont jamais contents. Alors eux, si on leur fait des recommandations, c'est 0, ils sont absolument jamais contents. On va les mettre dans un bucket spécial, dans un seau spécial. On va dire, toi, donc, le bucket 1 peut classer en bucket 1, et ton vecteur d'enrichissement sera le 1, 0, 0, 0. Ensuite, tous les utilisateurs dont la précision individuelle sera comprise entre 0 et 0,33, puis 0,33 et 0,66, on va les mettre dans des buckets différents, donc le bucket 2, le bucket 3, le bucket 4, et à chaque fois, donc, on va avoir un vecteur d'enrichissement X', 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, qui correspond au bucket spécifiquement. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Eh bien, on a ce X d'origine, on va le concaténer avec le X', on va obtenir un X enrichi, Xi, sur lequel on va pouvoir se baser sur les nouvelles dimensions du contexte pertinentes. Est-ce que ça marche? Alors, je vais afficher deux exemples. Là, j'affiche les regrets cumulés. Si vous vous rappelez tout à l'heure, c'est la somme des regrets de t égale 1 à l'horizon. Donc, il faut en cumuler le moins possible. Donc là, ça s'avère quoi? Ça s'avère qu'avec notre méthode, eh bien, on cumule moins de regrets à l'horizon. Que ce soit avec un vecteur complet ou un vecteur tronqué. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on a un vecteur tronqué qu'on utilise ICE, on s'approche quasiment des performances de l'algorithme qui fonctionne avec le vecteur complet. Donc on arrive à reconstruire quand même des dimensions manquantes. Autre point, si on enlève complètement toutes les dimensions du contexte, on ne peut plus donc fonctionner avec des algorithmes de grande dimension contextuelle. Grâce à ICE, on va pouvoir reconstruire des dimensions du contexte et ensuite fonctionner avec ces algorithmes de grande dimension contextuelle et finalement cumuler moins de regrets à la fin. Donc on arrive à faire en sorte d'avoir, à partir d'un problème non contextuel, de le rendre contextuel et d'améliorer les performances. Donc on arrive à redéduire des contextes qui, je le rappelle, sont dépendants de la précision individuelle de l'utilisateur, donc de ses préférences, vis-à-vis des recommandations qui ont été faites dans le passé. Voilà, donc ICE est suffisamment générique pour être combiné à plusieurs algorithmes de CMAP basés sur un modèle linéaire. Avec ICE, nous obtenons une meilleure précision globale, moins de regrets. Avec ICE, nous pouvons créer du contexte dans un problème qui est à l'origine et non contextuel, et de ce fait améliorer les résultats de précision globale. Bien sûr, avec ICE, il faut trouver un compromis entre dépasser la limite asymptotique de la précision globale et la complexité en temps pour l'atteindre. C'est-à-dire qu'en fait, on va rajouter des dimensions, c'est déjà complexe, l'IUCB c'est du OD3 en complexité, donc on en rajoute
Est-ce qu'on va avoir le temps, finalement, de diminuer ce nombre de regrets en rajoutant des dimensions? Ça, c'est une des problématiques. Quand on est Facebook, en 2-3 jours, avec les utilisateurs qu'on a et les recommandations qu'on fait, c'est fait. Quand on est Celo, donc l'application mobile qu'on a développée, ça va se compter en mois, peut-être en années, donc ça devient un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est l'une des limites de ICE. Une des perspectives qu'on a en tête, c'est quand même de le rendre dynamique, il n'est pas pour le moment. Il serait nécessaire d'alterner enrichissement et réduction du contexte, enfin une compression des compressions. Voilà, on a travaillé également en termes de réseau contextuel sur les trajectoires et les prédictions de déplacement, mais également sur les déductions de quartier. J'ai choisi de vous présenter aujourd'hui la troisième, qui est la déduction de quartier, qui va être également présentée demain par Olivier Camp Hightime. Alors, on a eu la chance à Angers d'avoir un très grand nombre de points d'accès Wi-Fi libres, donc gratuits. Il y en a 250 dans le centre-ville. Et on a eu 80 000 utilisateurs qui se sont connectés dessus pendant un an. Et nous, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toutes ces connexions? Est-ce qu'il est possible de redéfinir les quartiers à partir de ces connexions? Donc, on a commencé à compter le nombre de fois que les utilisateurs se connectaient à chacun des points d'accès. Et on s'est dit, bah, finalement, en comptant pour chacun des utilisateurs le nombre de fois qu'ils se connectent à un point d'accès, on va avoir un profil de points d'accès par rapport à qui fréquente ce point d'accès. Et si on prend les ensembles des points d'accès et qu'on fait un cluster de points d'accès, on va avoir finalement une redéduction de quartiers liés à ces points d'accès, liés également du coup, aux personnes qui les fréquentent. Donc c'est le profil de mobilité des utilisateurs au point d'accès. Donc là, je l'ai reconstruit en Angers avec 4 points d'accès et 2 utilisateurs. Vous voyez, ils se connectent durant toute l'année, on compte le nombre de fois qu'ils se connectent à ces points d'accès. Le deuxième utilisateur, il fait pareil. Donc là, je commence à se dessiner finalement des profils de points d'accès associés aux utilisateurs qui fréquentent ces points d'accès, qui se connectent. Et à partir de là, j'ai bien compté, eh bien, je peux calculer la similarité qui existe entre chacun de ces points d'accès pour reconstruire la matrice d'affinité et par partitionnement spectral, redéduire les quartiers qui en sont associés. À Angers, ça donne ça. Et si vous voulez voir, donc c'est le centre-ville d'Angers, si vous voulez voir l'ensemble des résultats, nous les avons déployés sur notre site web louisphilippe-clustering.info, où là vous retrouverez 15 villes en France avec nos différents résultats. À Angers, on a pu l'évaluer en ligne, c'est-à-dire qu'on a pris ces différents quartiers inférés et on les a intégrés dans un système de recommandation mobile. Et qu'est-ce qu'on a observé? Bien, on avait le MinUCB d'origine, on a mis nos algorithmes ici, voilà. On a mis l'UniCB qui avait le contexte X d'origine, le vecteur de contexte sans les géoclusters, et on a mis l'UniCB avec le contexte d'origine plus les géoclusters. Et on observe que l'UniCB avec des géoclusters est plus performant, il est plus précis. C'est-à-dire qu'en fait, il a des données contextuelles spatiales pertinentes sur lesquelles il peut reposer et ainsi être plus précis par rapport à ces homologues. Et en plus, on a un meilleur taux de retour. C'est-à-dire qu'on a finalement plus d'utilisateurs qui ont envie de répondre aux recommandations lorsqu'on utilise les géoclusters. Ça nous montre quand même que c'est important, dans le cadre de la ville intelligente, de prendre en considération les données géospatiales dans le cadre de la recommandation. Voilà, alors cette évaluation en ligne, j'ai commencé à en parler. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à ça? Eh bien, on a développé une application mobile qui s'appelle Celo, qui rentre dans le cadre d'une preuve de concept du projet Éventail, qui est un projet financé par le RFI Pays de la Loire, le dispositif Attentive 2020, qui est labellisé par le pôle de compétitivité image et réseau. Et donc on y a intégré notre processus de recommandation qui s'approprie bien à l'apprentissage par renforcement, fort heureusement. Et donc dans un premier temps, qu'est-ce qu'on fait? On va capturer de manière éphémère les données de l'utilisateur qui se connectent à l'application. L'algorithme va traiter ces données de contexte, telles que je les ai évoquées tout à l'heure. Il va, selon l'espérance et récompense, eh bien, recommander des événements culturels à l'utilisateur. Il va ensuite faire un retour, positif ou négatif. L'algorithme va traiter ces retours pour ensuite de nouveau les historiser, et sous forme de résultats agrégés. Ce qui garantit, bien entendu, la vie privée et la sécurité. On a travaillé aussi également à ça, on a travaillé sur les RGPD, c'est pas forcément ici que je l'évoquerai, ça a été validé par le côté juriste. Voilà, on en arrive à la conclusion générale et aux perspectives de cette thèse. Donc on a réalisé un très grand nombre de validations en ligne sur plusieurs jeux de données. Elles ont été prometteuses, ces validations. On a, je vous mets la petite vidéo quand même de l'application Celo en parallèle. On a pu améliorer au niveau de la diversité, sur la précision individuelle qui est plus équitable. On a pu également travailler sur la sélection automatique d'algorithmes sans besoin de connaissances a priori. Et puis on a gagné en capacité d'enrichissement de contexte.
Donc ça, c'est très intéressant, puisque du coup, sur cette capacité d'enrichissement de contexte, on a pu travailler une meilleure capture et un meilleur raisonnement contextuel, qui fait que les algorithmes gagnent en précision, puisqu'ils peuvent reposer sur des données plus pertinentes. Et on a développé cette application mobile Celo en version bêta, vous voyez ici, hein, qui a parcouru de août 2018 à décembre 2019, qui nous a permis de faire cette première validation en ligne qui sera présentée demain. En perspective imminente, eh bien, on aimerait faire une validation en ligne à plus grande échelle, via l'intégration de l'algorithme Gorter dans la nouvelle application Celo qui sortira en 2020, à partir de janvier-février 2020, avec un meilleur design, avec de meilleurs algorithmes encore. Ce qui nous reste à faire, c'est des analyses mathématiques sur ICE, mais également Gorter. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler avec certains d'entre vous sur la partie analyse mathématique de Gorter. Et puis travailler sur la partie dynamisme et non-stationnarité. On a déjà fait des expériences, on a vu que ça fonctionnait bien, mais ce n'est pas suffisant, on ne peut pas intégrer dans la thèse, il faut qu'on pousse plus loin ces analyses pour être certain qu'on soit résistant à la non-stationnarité. Je vous remercie de votre attention, si vous avez une question.